Aujourd'hui, pas de canapé, pas de micro, mais vous retrouvez votre trio. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, l'épisode 3 du Canap Geopolitics Club. Aujourd'hui, on va aborder une notion qu'on a déjà un peu effleurée au cours de l'épisode 1. Allez streamer d'ailleurs si c'est pas fait, on compte sur Mais vous. voilà, tout simplement pour l'introduire, je vais vous détailler cette citation de l'ancien président de la FIFA, M. Jules Rimet, en 1954, qui écrivait que le football, parce qu'il est le plus populaire et le meilleur instrument des relations internationales, devait permettre de hâter le jour où les attentes de raison et de compréhension remplaceront les suspicions et les rivalités qui dressent encore aujourd'hui les peuples les uns contre les autres et en définitive d'instaurer la paix. Bête de phrase. T'as vu la bête de phrase. Mais concrètement, ça met en exergue le fait que le foot, mais le sport en général, se fait comme reflet de la société, totalement des transformations, que ce soit économiques, que ce soit politiques, que ce soit diplomatique, social, du sport, enfin du monde qui nous entoure. Et tout simplement, voilà, c'est des notions qu'on a voulu aborder. Le sujet m'est venu lorsque je me suis rendu compte qu'en fait, en Allemagne de l'Ouest, en Allemagne de l'Est, on a toujours cette scission économique vis-à-vis de l'ex-RFA et l'ex-RDA. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette scission, elle existe aussi dans le foot. Okay. Là où en ex-RFA, on a la partie dynamique économiquement de l'Allemagne et en ex-RDA, on a un taux de chômage 2 fois supérieur à la RFA. Dans le foot, on va avoir tous les clubs de Bundesliga, sauf un, le RB Leipzig, le Rasenballsport Leipzig. Bon, c'est Red Bull derrière, à grands coups de billets, mais concrètement, mis à part ça, on n'a pas de club allemand dans l'élite issu d'ex-RDA. Et donc, ça montre bien que le foot, ici, c'est vraiment le reflet, vraiment trait pour trait, des dynamiques économiques et sociales du pays. Et du coup, je trouve que c'est un sujet qui est important et qui est intéressant à aborder. D'autant plus. D'autant plus que c'est pas qu'en Allemagne, ce sujet-là, si on est sur le club de foot. Moi, je pense par exemple à des clubs comme le CSK Moscou ou Sofia aussi, je crois que c'est un CSK. Où c'est du coup des anciens clubs de l'armée, mais il n'y avait pas que l'armée, il y avait aussi les ministères des sports et plein d'autres organismes gouvernementaux ou des entreprises semi-privées ou complètement publiques qui avaient leur propre club, qui étaient des clubs de l'élite dans les républiques soviétiques et du bloc de l'Est, et qui en fait n'ont juste pas résisté à la capitalisation footballistique avec la chute du bloc de l'Est. C'est pour ça que ces grands clubs-là n'arrivent pas à subsister. Et au-delà de la scission en Allemagne, il y a quand même une scission en Europe en général, entre l'Europe de l'Ouest, les 5 grands championnats, donc autour de la France, Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre, France, et le reste, où plus on va vers l'Est, et plus les championnats sont pauvres en ressources, mais aussi en exposition médiatique, en stars, et en sont réduits en fait à vendre des joueurs aux grands clubs européens, donc c'est-à-dire à l'Europe de l'Ouest, pour subsister. Après, pour contrebalancer, pour ceux qui n'ont pas compris, du coup, là, le thème pour aujourd'hui, c'est le sport dans la guerre froide. Et comment ça... Période de canicule. Voilà, exactement. Comment ça a pu influencer les enjeux politiques et de relations internationales. Et du coup, pour contrebalancer, paradoxalement, sur d'autres sports, par exemple, pour moi, plus axé sur le sport de combat, que ce soit le judo, que ce soit la lutte, ou encore bien la boxe, notamment avec Cuba à cette époque, et ben en fait, c'est le côté soviétique et le côté communiste étaient quand même très présents et avait gagné plus de médailles d'or que les États-Unis. Donc par exemple, toi, je parlais de la gym. Ouais, Nadia Comaneci, 14 ans et 8 mois, je crois, quand elle fait ses 7 scores parfaits au JO de 1976. Des performances exceptionnelles et qui sont aussi liées à ce que tu disais, cet accent mis sur le sport dans le soviétisme avec des 6 heures d'entraînement quotidien tous les jours de la semaine et un focus et une pression immense sur des jeunes talents qui doivent en fait représenter la nation, mais pas juste au niveau sportif, mais aussi au niveau culturel, au niveau mental, etc. Ça justement c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en boxe on avait le même phénomène. Donc, par exemple la boxe professionnelle était interdite, plus ou moins interdite, notamment à Cuba, je crois qu'elle est encore, je sais plus si ça a été aboli. Mais en fait la raison c'était que pour eux c'est trop capitaliste de se battre pour de l'argent et de mettre en danger sa santé pour l'argent. Donc c'est à dire que la boxe amateur était le centre donc des pays communistes à cette époque. Et ben en fait
t'as un combattant qui peut être boulanger, artisan, etc., mais qui s'entraîne comme un professionnel sous la tutelle de l'État et qui va être envoyé au JO avec voilà, vraiment cette volonté de représenter toute une nation, même un système. Parce qu'en fait, quand un combattant du RSS ou de Cuba bat à un Américain, ça montre que la vie de le combattant qui est plus saine que la vôtre, qui n'est pas capitaliste, et ben ils sont meilleurs que vous. Donc en fait, c'est vraiment. Et c'est le même système où tu travailles énormément. Malgré un travail sur le côté, etc. Donc ça peut être assez intéressant par rapport à ça. Ouais, c'est super intéressant. Et puis, petite pause cinématographique. Je pense Ah qu'on là peut là parler. Comment on se parle de Tout de boxe. suite Sydney Géopolitics Je vais Club. laisser pour plus tard, Ouais, Rocky 4. Avec du coup Ivan Drago, l'iconique Ivan Drago, qui est soviétique Ouais. et qui combat. Tu nous le disais, l'oncle Sam. En fait, Ivan Drago, ce qui est intéressant à voir, je pense que c'est un message qui est fort, qui est montré, c'est qu'on a un personnage qui est très robotique. Donc tu le vois dans sa manière de... L'acteur le fait très bien, c'est qu'il a très peu d'émotions, il est très dur, même dans ses mouvements, ça c'est typique des boxeurs soviétiques, où on a des mouvements qui sont très... comparé à Mohamed Ali, qui est très volatile, qui bouge beaucoup, là c'est des mouvements qui sont très durs. Et donc en fait, ça montre la vision qu'on avait des soviétiques à l'époque et des boxeurs soviétiques. Aussi, il y avait tout ce côté technique. On montrait en fait que le boxeur c'était un peu une machine. Ça montrait qu'il y avait beaucoup d'entraînement, il y avait ce côté peut-être qu'ils sont dopés les soviétiques, etc. C'est vrai, ils prennent des stéroïdes dans le film. Exactement. Et moi le petit paradoxe que j'ai soulevé par rapport à ça, c'est que dans le film, il y a un combattant qui s'appelle Apollo, donc ensuite ce qui a donné Creed, Apollo Creed, etc., qui est justement l'oncle Sam. Tu le vois arriver avec un chapeau des États-Unis, avec un short des États-Unis, et il a été battu à mort sur le ring par Ivan Drago. Donc en fait, est-ce que c'est un aveu de faiblesse de la part des États-Unis où tu dis celui qui est censé nous représenter il meurt, et ensuite c'est son disciple qui prend le dessus, etc. Mais je trouve que c'est quand même fort de voir celui qui porte le drapeau des États-Unis finir par terre à cause d'un combattant soviétique. Tu vois. Ouais, après, connaissant Hollywood et la machine à propagande formidable, je pense pas que ce soit la défaite des c'est quand même États-Unis. fort comme Je pense que c'est plus pour servir déjà de le combat final, et puis aussi montrer que l'oncle Sam est battu une fois. Mais il reviendra plus fort toujours, parce surtout que démoniser les méchants russes, quoi. C'est ça aussi. Ouais, c'est ça, parce que battre à mort ouais, Ivan Drago, tout le monde le voit comme un méchant. Ouais. Et c'est renforcé par ce côté robot. Ce côté robot, c'est un truc hyper intéressant que j'ai pu voir au cours de lecture, où en fait il y a vraiment une volonté en URSS, surtout au début, donc la période de pré-stalinienne, de faire un homo soviéticus. Et c'est ça qui est un peu visible, je pense, dans ce personnage. Tu vas me détester, mais je suis obligé de rebondir sur la boxe, ça tu vas me détester, mais on a des gens qui s'appellent les frères Klitschko, je sais pas si vous connaissez. C'est des boxeurs qui ont régné pendant 10 ans sur la catégorie poids lourd. Et en fait, eux, c'est les athlètes soviétiques par défaut, où ils sont, pas grands maîtres, mais ils sont à un très très bon niveau aux échecs, quasiment grand maître aux échecs, je crois. Il y en a un aujourd'hui qui est le maire de Kiev. Donc c'est des gens très intelligents, boxe très dur, c'est des 1-2, c'est des gens très musclés, etc. Et ça, c'est totalement ce personnage-là soviétique, mais dans la vraie vie. Et donc je trouve que c'était intéressant. La pause sport de combat est terminée, la petite parenthèse, je reviendrai après. C'est toujours si Je reviendrai après, j'ai pas fini. On va laisser Céline nous parler un peu de ce qu'il nous a préparé, ce qu'il nous a coupé. Non, pas grand-chose au final. Ce n'est qu'être d'accord avec vous. Le sport russe, forcément, finalement, dans le football, on ne le connaît pas beaucoup. On a eu l'URSS de Lev Yashin, mais honnêtement, voilà, c'est pas... Ils ont quelques clubs, comme tu l'as dit, CSKA Moscou, etc. C'est le Zénith, on entend parler. Mais c'est plus, on entend parler pour les Brésiliens qui vont pour des sommes faramineuses. Pour que ses frappes gargantuesques, mais sinon, mis à part ça, c'est pas... ils ont essayé de se diversifier. Le Hansi Makashkala aussi à un moment donné. Ils ont essayé de se développer. Il y a eu Abramovich qui s'est exporté aussi avec la position de Chelsea, qui a investi des milliers et des cents. Monaco aussi, non? C'était sous pavillon russe à un moment. Oui, effectivement. Effectivement. C'est vrai qu'à Monaco, ils aiment bien les Russes. Ils ont encore Alexander Golovin. Mais faut bien faire vivre les casinos et les hôtels. C'est ça, il faut bien. Mais non, c'est vrai au niveau de cette diversification russe. C'est vrai qu'au niveau du foot, Mais au niveau du foot, en fait, on les a vus en 2018. Et ce qu'on a vu en 2018, c'est une performance bonne pour une équipe qu'on voit pas souvent. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a de plus en plus de soupçons de dopage pour cette équipe de 2018. Et honnêtement, la Russie et le dopage, ça fait un, quoi. C'est même pas... Les deux vont ensemble, main dans la main, depuis des années. Mais après, est-ce que ces soupçons de dopage-là, ils sont fondés ou c'est juste du... Alors, sur le foot, il n'y a rien eu d'officiel, mais sur le dopage en Russie, je pense que tout le monde ici sait très bien que les athlètes russes ont été bannis des JO, indépendamment de la guerre en Ukraine, et qu'ils ont combattu sous pavillon olympique à cause de la suspension de la délégation russe dans son ensemble, pour la multiplicité des affaires de dopage qu'il y avait eu aujourd'hui.
Ils sont revenus, je crois, à Cortina, ils étaient revenus sous pavillon russe, il me semble. Mais je crois qu'ils sont revenus sous pavillon russe, ça y est, ils ont levé les suspensions, mais quand même, ça montre cet exemple-là du dopage. Et on revient en fait à ce qu'on disait, c'est-à-dire performer, mais performer pas que pour soi, mais aussi pour la nation, etc. Avec cette obligation de résultat qui pèse sur les corps et sur les esprits. Yes. Obligation de résultat, évidemment, ça fait penser à cette fameuse légende urbaine sur l'équipe de Corée du Nord, à la Coupe du Monde 2010. La fameuse légende urbaine selon laquelle les images sont trafiquées pour les faire gagner la Coupe du Monde. Et qui seraient fusillés en rentrant au pays s'ils perdaient. Mais ouais, on a vraiment encore, je pense, cet esprit soviétique, on le voit encore dans certains pays. Yes. Mais en même temps, j'aimerais bien rebondir un peu sur ce que tu disais Mohamed tout à l'heure, c'était hyper intéressant, sur le côté ne pas se vendre pour de l'argent, etc. Et vendre son corps. En fait, je pense que aujourd'hui, c'est un aspect qu'on voit pas trop souvent, et comme on parle communisme, on peut en parler. Un peu de l'exploitation des sportifs. Parce que, alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était l'Union soviétique qui poussait les corps dans ses retranchements, mais aujourd'hui, c'est la même chose. Au nom du... je vais pas dire du capitalisme, mais au nom de la multiplication des trophées et du divertissement, c'est ça, c'est l'économie du divertissement. On fait des saisons à plus de 60 matchs, et pas que dans le foot. Dans plein de sports, on a des multiplications. Au tennis, c'est les tournois qui s'enchaînent toutes les 2 semaines, et parce qu'il n'y a pas que les grands chelems. Au rugby, vous avez la multiplicité des périodes internationales, des compétitions européennes, en plus du tournoi de destination, etc. Tous les sports, finalement, aujourd'hui, sont dans une surenchère. Yes. Au détriment de la santé des joueurs. En fait, c'est marrant que tu parles de communisme en abordant ce sujet-là. Moi, je vois clairement une scission marxiste entre les prolétaires, les gens qu'on exploite pour leur force de travail, pour leur force physique, et les gens qui détiennent les moyens de production, les moyens de diffusion, les moyens de faire tourner l'économie du football. Au final, on a ça. Moi, ça me fait penser à Hassan Diao, le jeune joueur sénégalais qui était convoqué pour la CAN 2025 là, au Maroc, qui avait été convoqué. Et son coach Fabregas à Com, qui, alors qu'il revient de blessure, il ne devait pas jouer. Oui. Et le coach lui-même l'avoue, mais il dit, je l'ai mis titulaire parce que c'est nous qui le payons, on ne va pas le voir pendant un mois de la durée de la compétition, du coup je vais le mettre parce que c'est nous qui payons son salaire. Le joueur se blesse, et au final c'est ça, c'est concrètement, il rate sa Coupe d'Afrique parce que on a... une économie du football qui tourne au détriment de la santé physique des joueurs. Et c'est super inquiétant. Concrètement, Marc se retourne dans sa tombe. Et puis, puisqu'on parle santé, on peut revenir sur le bloc de l'Est. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'URSS est quand même un des pionniers de la médecine du sport. Et que, en fait, dès les années 50, c'était eux les leaders des publications scientifiques sur tout ce qui est impact du sport sur le corps humain, dans les bons et les mauvais sens, mais surtout amélioration des pratiques sportives. Optimisation. C'est ça. Et je disais, un article de France Inter, je crois, dans lequel il parlait de l'exemple du Tour de France. Dans les années 50, le Tour de France était suivi par 0 médecin. C'est-à-dire que vous n'avez personne sur place. Il y avait un docteur qui avait sonné l'alerte parce que, bien évidemment, il y a toujours des chutes. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui suive. Et il prenait l'exemple du soviétisme, ou des républiques soviétiques, où vous aviez, à l'inverse, un gros accompagnement et surtout, en fait, des technologies qui se sont répercutées dans le civil et le militaire, qui sont nées depuis le sport. C'est-à-dire que observer le sport, observer les corps, leur a permis de faire des avancées scientifiques plus globales. Et c'est quand même un élément qui est un peu assez occulté finalement, puisqu'on pense tous à l'Europe, les grands staffs médicaux, etc. Mais ça, c'est une innovation soviétique. Mais tu vois, justement, par rapport à ce que tu disais, Cédina, sur le fait que c'est un peu les prolétaires et qu'on va utiliser leur force de travail pour le divertissement, etc. Moi, j'ai un contre-exemple un peu. C'est qu'il y a un boxeur cubain qui s'appelait Teofilo Stevenson, dans les années 70. Ce mec, il a gagné 3 médailles d'or au JO. Donc en fait, c'était vraiment un très très bon boxeur. 3 médailles d'or, je sais pas si ça a été refait. Et donc en fait, lui, on lui a proposé quoi ? Les capitalistes, notamment les États-Unis, lui ont dit on va te proposer 5 millions pour que tu combattes pour Mohamed Ali. Tu vois, parce qu'en fait, Mohamed Ali, c'était le meilleur boxeur pro. Là, tu as un boxeur qui est amateur, qui est super bon. Et en fait, lui, il a refusé 5 millions. On parle des années 70. Donc 5 millions des années 70, c'est pas négligeable. C'est pas 5 millions d'aujourd'hui. Même 5 millions aujourd'hui. Même 5 millions aujourd'hui, moi je la France à Macron, les gars. Tu vois, mais donc en fait, lui, ce qu'il a dit, c'est que c'était un fidèle de Fidel Castro. Et il a dit cette fameuse phrase qui est restée gravée dans l'histoire, c'est, je cite, que valent 5 millions de dollars face à l'amour de 8 millions de Cubains. Et donc lui, il voulait pas aller dans le professionnel qui était contre les valeurs de son pays. Et donc en fait, il a dit cette fameuse phrase, et ça montre qu'il y avait cette résistance au fait de
je suis pas votre outil, je suis pas votre jouet, et tu peux me donner 5 millions, je vais pas combattre en professionnel Mohamed Ali parce que tu me donnes 5 millions. Tu vois. C'est intéressant cette résistance, ce sursaut en termes de valeur dans le sport, même au détriment de la question financière. Ça fait penser à Mbappé finalement, évidemment, qui récemment s'est beaucoup positionné là-dessus, s'est positionné contre l'extrême droite, s'est positionné contre la malbouffe, contre les paris sportifs. Ouais, franchement, c'est intéressant le fait que les footballeurs se rendent compte plus ou moins qu'ils ont un pouvoir. C'est une conscience de classe, en fait, finalement, qui émerge chez eux. Ils se disent, voilà, on a ce pouvoir-là, on va faire jouer nos valeurs, ils ne se syndiquent pas encore. Mais ils ont vraiment cette conscience de classe qui émerge et ils se disent... Il y a des syndicats de joueurs, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même beaucoup moins de pouvoir que dans certains sports. Quand tu regardes les conventions collectives, c'est ça. Tu sens que... Il y a beaucoup moins de pouvoir et aussi parce que, et encore une fois, c'est l'aspect prédateur, mais c'est des jeunes. Les encadrements sont soit familiaux, donc c'est-à-dire je ne fais pas de généralité, enfin c'est un peu une généralité, mais il y a bien entendu des exceptions, mais les encadrements familiaux ne sont pas forcément au courant de toutes les conventions collectives, tous les détails de la loi, etc. De tous des droits et aussi des joueurs. Et les accompagnements professionnels, ils vont plus avoir tendance à maximiser leur commission, plus que la santé de leurs joueurs et après profiter des deals. Et on pense à d'énormes deals qui se font pour des joueurs mid, tout ça parce que en gros derrière c'est voilà, Lukaku, je sais pas c'est combien de millions au total sur sa carrière, mais respectez Lukaku. Je respecte, mais derrière on sent qu'il y a des pattes d'agents qui prennent des commissions, etc. Tu m'aurais dit Morata peut-être. Morata peut-être. Mais lui il faut pas le toucher, je sens qu'il va te arrêter des bricoles. Mais tu vois, par exemple si tu fais le parallèle avec Mbappé, il y a eu le même système un peu de on va politiser ses propos. Parce que du coup, ce qui s'est passé avec le boxeur, c'est que l'URSS a donc utilisé ses propos pour dire regardez, les communistes ont plus de valeur que les Américains. La récupération. Donc, il y a une récupération politique, et ça, par contre, ça n'a pas changé dans l'histoire. Enfin, on reste sur le même thème. Mais après, pour le foot, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même. C'est un domaine qui est très concurrentiel. C'est-à-dire que si toi, tu veux pas jouer, il y en a 25 sur le banc qui sont prêts à jouer. Tu vois. Quand tu as autant de personnes qui regardent, si toi tu veux pas jouer, nous on perd des millions, donc en fait ça te met une pression de plus. En fait, t'as l'impression que tout le monde est contre toi, tu vois. Qui est du côté du joueur, il y a personne. Et même le public, moi je le sais pour avoir ces positions-là souvent. Mais quand, alors jouer un petit peu, mais pas. Moi je me suis arrêté en 8-13. Mais dans le sens où, quand les joueurs viennent se plaindre et disent on joue trop de matchs, première réaction c'est bon les gars, vous touchez 5 millions. Ouais, c'est ça. Pour courir quoi. Alors, c'était Konaté qui avait ça C'était Koundé. Non, qui avait dit la dépression, quand je parle de dépression, les gens vont dire ouais mais t'es millionnaire. Il y a eu cette citation récemment, je sais plus. Je sais que c'est Koundé qui s'était beaucoup élevé l'année dernière contre le nombre de matchs et beaucoup de gens disaient t'as vu ton salaire au Barça, nous on aimerait te payer comme toi et courir quoi. C'est ça. Du coup effectivement tu parlais de conscience de classe, mais elle ne marche pas suffisamment en tout cas pour qu'on ait des vrais changements. Et je pense en plus à des contre-exemples connus, Marco Llorente, je sais pas si vous avez les infos, mais le gars est complotiste à mort et surtout très proche de l'extrême droite en Espagne. Dani Carvajal aussi. Vous avez donc pour autant en France on a des joueurs qui s'élèvent contre le Rassemblement National et les autres mouvements de l'ultra-droite. Je pense à Mbappé mais pas que. Autant vous avez aussi des joueurs à l'inverse qui vont se politiser, alors je ne vais pas dire dans le mauvais sens de l'histoire, mais dans les camps opposés, avec des positions néfastes, contestables, néfastes et surtout discriminatoires et exclusives. C'est clair. Mais du coup, si on revient un peu sur la guerre froide, est-ce que vous avez parce que le foot, comme tu as dit, c'est le sport qui est à mes yeux le plus grand sport et depuis des décennies. Et c'est étrange qu'il n'ait pas été central dans l'échange de guerre froide États-Unis-URSS. Tu vois, ça m'échange. Parce que je trouve ça étrange que ça n'ait pas été un terrain de lutte comme ont pu être les Jeux Olympiques par exemple. Ça l'a été, mais ça n'a pas été directement entre les États-Unis et l'URSS. Parce que les États-Unis ne sont pas un pays de foot. C'est ça. Ouais. Bon, on le voit bien. On le voit bien. On tourne le 18 juin, c'est pour ceux qui veulent savoir. On le voit bien. Mais c'est vu les matchs RFA contre RDA. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est le terrain de tension. Je sais pas, la reconnaissance du Kosovo. La reconnaissance du Kosovo qu'en 2016 parce que la Serbie, la Bosnie et la Russie s'y opposaient. Donc c'est vraiment le terreau de grandes revendications, un terreau très fertile qui ne demande qu'à être
qu'à être labouré. Et puis, t'en parlais au niveau des Jeux Olympiques, effectivement, l'affrontement était surtout là. Et on pense d'abord aux 2 boycotts. Ouais. 80 à Moscou, 84 Los Angeles. 84, du coup, c'est l'URSS qui boycotte les États-Unis en réponse au boycott des États-Unis de 80. Et du coup, je pense que ça remet aussi les pieds dans le plat. Est-ce qu'on peut encore boycotter? Est-ce que ça a toujours de l'effet de boycotter des compétitions? Et surtout, quel est l'intérêt entre guillemets du boycott? C'est l'ouverture que tu laisses pour la fin. Ou alors si on veut débattre. Tu veux faire le youtubeur, dans les commentaires, donnez-nous la réponse, est-ce qu'on peut encore boycotter Voilà, exactement, on attend vos réponses. Voilà, Coupe du Monde 2026, on n'oublie pas, ignominie culturelle, écologique, financière, etc. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis là-dessus. Nick Infantino, avance, on est d'accord. Et on espère que Donald Trump ne célébrera pas sur la pelouse, puisque là, ce serait, il le fera. Ça n'arrivera pas. Il le fera. Il a été autorisé, mais ça sera le clou dans le Notre cercueil. prix Nobel de la paix, bon ça va, il a négocié un traité de paix à 300 milliards, ça va. Ouais, Le football, il a changé. Je pense qu'on peut finir là-dessus. On peut finir sur ça. Allez. Le football, il a changé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir stream. Merci de commenter, merci de liker, de partager. Allez vous abonner à notre Instagram, suivez nos réseaux et on se retrouve pour le prochain épisode. Restez branchés.